Bonjour et bienvenue. Et si on se disait que le cours de français, c'était peut-être bien le lieu idéal pour apprendre l'empathie ou la connaissance de soi? C'est justement la question qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. On va voir comment rendre ces compétences, qui paraissent souvent un peu invisibles, comment les rendre concrètes et accessibles pour tous nos élèves. Mais juste avant de commencer, si ce genre de contenu vous parle, pensez à vous abonner et à activer les notifications. C'est vraiment ce qui nous aide le plus à faire grandir la chaîne. On adore aussi vous lire, alors dites-nous en commentaire les outils que vous aimeriez qu'on développe pour vous sur notre site. Et un dernier petit rappel, pour chaque analyse, on vous prépare des ressources gratuites. Le lien pour les télécharger est juste là dans la description. Alors revenons à notre grande question, qui est super légitime. Comment on fait pour enseigner ces compétences humaines sans que le cours de français ne se transforme en une sorte de séance de thérapie de groupe? C'est tout l'enjeu. Et vous allez voir, il y a des réponses très concrètes. Notre point de départ, c'est ce qu'on pourrait appeler la faille de l'implicite. C'est cette idée qu'on a eue pendant longtemps que les élèves allaient, comme par magie, développer ces compétences juste au contact des œuvres. Sauf que la recherche nous montre que c'est une illusion. Ça ne marche pas comme ça. Et la conséquence de cette faille, elle est énorme. Quand on laisse les choses dans le non-dit, dans l'implicite, ça ne profite qu'aux élèves qui ont déjà les codes, souvent grâce à leur milieu familial. En gros, ça creuse les inégalités. À l'inverse, une pédagogie qui nomme les choses, qui travaille directement ses compétences, elle vise l'équité. Elle bénéficie à tout le monde. Bon alors, comment on passe à l'action? La super nouvelle, c'est qu'il n'y a pas besoin de tout révolutionner. Il existe 4 grands leviers, 4 outils super puissants qui sont déjà au cœur du cours de français. Ces 4 leviers, ce sont la langue elle-même, la littérature bien sûr, les activités à l'oral et enfin l'écriture. Voyons un peu comment on peut activer chacun d'eux. Le premier levier, c'est la langue. C'est la base de tout en fait. Avant de pouvoir gérer une émotion, il faut pouvoir la nommer et avec précision. Et pour ça, le cours de français, c'est le lieu parfait pour enrichir ce vocabulaire émotionnel qui est si précieux. Un chercheur, Mark Brackett, parle de granularité émotionnelle. C'est la capacité à mettre des mots fins sur ce qu'on ressent. Franchement, dire « je suis énervé », ce n'est pas du tout la même chose que de dire « je me sens frustré » ou « je me sens blessé ». Chaque mot ouvre une compréhension différente. Des outils tout simples comme la roue des émotions de Plutchik peuvent vraiment aider les élèves à trouver le mot juste. Passons au deuxième levier, la littérature. C'est un laboratoire absolument génial pour les compétences psychosociales. La fiction, c'est comme un simulateur de vol pour les émotions. Ça nous permet d'explorer des situations hyper complexes, des émotions intenses, mais dans un cadre totalement sécurisé. La philosophe Martha Nussbaum a une formule géniale pour ça. Elle parle d'émotion narrative. Mais attention, pour que la magie opère, il y a une condition. Il faut que l'enseignant rende le processus visible, explicite. Par exemple, quand un élève imagine ce que pense un personnage, on peut juste lui dire « Bravo, ce que tu viens de faire, ça s'appelle de l'empathie. C'est une compétence. C'est aussi simple que ça. Nommer ce qui vient d'être fait. » Notre troisième levier, c'est l'oral. Tous les moments de débat, de discussion, les cercles de lecture, ce sont des pépites, des moments en or pour travailler des choses comme l'écoute active, la pensée critique, à condition bien sûr de les organiser pour ça. Prenez l'exemple du cercle de lecture réflexif. Au lieu des rôles habituels, on donne des rôles liés à des compétences. Le connecteur, lui, doit faire le lien entre le livre et sa propre vie. Ça, c'est de la connaissance de soi. Le questionneur va travailler sa pensée critique. Le traducteur d'émotions va développer sa conscience émotionnelle. Et l'enseignant, il annonce l'objectif au début et on en reparle à la fin. C'est simple et efficace. Et on termine avec le quatrième levier, l'écriture. Grâce aux travaux du psychologue James Pennebaker, on sait que le simple fait de mettre des mots sur ce qu'on vit et ce qu'on ressent, ça a des effets mesurables sur notre bien-être. C'est un outil de régulation hyper puissant. Par exemple, on peut facilement transformer un simple journal de lecture en un vrai outil de connaissance de soi. Avec une consigne comme celle-ci, on invite l'élève à réfléchir non seulement sur le texte, mais aussi sur sa propre réaction au texte. On passe à un niveau supérieur de réflexion. Bien sûr, je sais que cette approche peut faire un peu peur. On peut se dire « mais je ne suis pas psy » ou « je vais perdre du temps sur le programme ». Ce sont des craintes tout à fait normales et qui nous appellent à être vigilants. En fait, il y a 3 grands pièges à éviter. Premièrement, ne jamais juger une émotion. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise émotion. Deuxièmement, toujours garantir le droit de ne pas se confier. On passe par la fiction, c'est plus sûr. Et troisièmement, faire attention à ne pas réduire un problème collectif à un simple manque de compétences individuelles. L'objectif, ce n'est pas la thérapie, c'est de donner des outils pour penser. Alors, pour finir, pourquoi est-ce qu'on insiste autant sur ce mot « explicite » ? Pourquoi c'est si important de tout nommer ? Eh bien, pour 3 raisons fondamentales. D'abord, et c'est sans doute le plus important, parce que l'implicite, c'est injuste. Rendre ces compétences explicites, c'est une question d'équité. C'est donner à tous les élèves des outils que seuls quelques-uns possédaient en arrivant à l'école.
Ensuite, parce qu'on ne peut vraiment maîtriser et réutiliser une compétence que si on sait qu'on la possède. Le fait de nommer une compétence, c'est la première étape pour pouvoir s'en servir volontairement dans d'autres situations, dans la vie de tous les jours. Et enfin, loin de dénaturer le cours de français, cette démarche l'enrichit profondément. Un élève qui a un vocabulaire des émotions plus fins devient un meilleur lecteur, c'est mécanique. Un élève qui sait analyser ses propres réactions devient un meilleur auteur. Les deux objectifs se nourrissent l'un l'autre. Au fond, tout est là. La littérature nous apprend à être humain. Mais pour que cette magie opère vraiment pour tous nos élèves, il faut le dire, il faut le nommer, le rendre visible. En bref, il faut l'enseigner explicitement. Merci beaucoup de votre attention.